Hop là, bonjour à tous. Bienvenue. Je suis ravi. On est ravi de voir une aussi grande diversité de pays représentés aujourd'hui. Ce webinaire, il s'inscrit sur la transition et l'accompagnement des apprenants, notamment sur les risques psychosociaux. Il s'inscrit dans une démarche plus large de réflexion sur la pédagogie en période de crise. C'est un moment rare et dramatique, mais rare dans la mesure où rarement autant de pays auront été de manière simultanée concernés par une même situation de crise avec la pandémie actuelle de Covid-19. Ce webinaire, il s'ancre en fait avec l'émergence d'un programme collaboratif qui est dédié donc à la pédagogie en situation de crise et qu'on contribue à faire émerger avec l'association Faire École Ensemble. Donc, je vais vous partager un lien pour que vous en sachiez plus sur nous dans le chat. On est une association qui vise à faciliter la collaboration entre des acteurs qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble et en s'appuyant sur trois pivots. L'intelligence sociale issue du monde des tiers-lieux, une pratique de la documentation. C'est pour ça que je vous ai déjà embêté 2 fois et que je vais vous le faire une troisième fois et vous repartager le lien de la prise de notes collective, mais aussi un travail sur les cadres juridiques pour permettre à des acteurs qui ont besoin d'être rassurés statutairement de pouvoir bosser ensemble. Et ça passe notamment par la création par la rédaction et l'émergence de contenus qui seront toujours sous licence Creative Commons, donc c'est de l'open source, ce qui veut dire que chacune des connaissances issues de ce groupe multiple, aujourd'hui vous verrez, il y a l'INE, il y a POA, il y a des enseignants, il y a nous Faire École Ensemble, bah, tout ce qu'on va concevoir ensemble, ça appartient à tous et ça peut être réapproprié par chacun et c'est reconnu en droit grâce à ces licences Creative Commons. Voilà, on est très heureux de passer cette heure ensemble. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à apprendre les uns des autres. Et pour les petites règles, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat de la conversation. Si vous voulez absolument être rejoint par mail, vous pouvez laisser vos mails dans la prise de notes. Sinon, il y a un chat de la communauté où on va continuer à travailler par la suite sur la pédagogie de crise. Et je vais aussi vous partager le lien euh, dans le chat et il sera également partagé dans la prise de notes collective. Voilà, et puis donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les faire en privé. Voilà, et puis je vais laisser la parole à Emeline et j'en profite encore pour tous vous remercier d'être là. Voilà. Merci Benjamin et merci à toi pour avoir impulsé cet événement aujourd'hui. Vraiment, j'apprécie qu'on soit là. Je vais demander à Sarah d'avancer dans les diapos. On peut passer celle-là. Donc voilà, Benjamin, vous le connaissez maintenant. Après, Marianne Figarol parlera. Il y aura Sarah qui est une enseignante aussi et Laura Emelin qui nous apportera le témoignage d'une association de soutien. Donc vous allez avoir une variété au niveau des présentations. Pour les conférenciers, quand vous avez besoin de changer de diapo, il suffit de le demander à Sarah. Voilà, et c'est elle qui magiquement fera changer les diapos. Sarah, s'il te plaît, on peut avancer de 2 diapos. Pardon, non, celle-là. Les objectifs, c'était donc pour présenter les ressources et mettre en réseau des collègues, soutenir la communauté éducative, témoigner et partager des expériences et des solutions qui, je l'espère, pourront être adaptables à tous les contextes. Particulièrement parce qu'on fait tous face à cette crise, mais pas forcément au même moment dans la crise. On va voir que on parle encore beaucoup de continuité pédagogique, mais on parle aussi de retour à l'école et tout ça, ça complique beaucoup la situation pour les équipes pédagogiques et les équipes éducatives. Et puis, comme Benjamin l'a dit, on verra pour identifier, réfléchir ensemble aux synergies qui s'offrent à nous. Sarah, s'il te plaît, l'autre diapo.
Voilà, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la facilitatrice de la communauté de langue française de l'INE. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien l'INE, c'est le réseau interagence pour l'éducation en situation d'urgence. Nous avons pour mission de garantir une éducation sûre, pertinente et de qualité à toutes les personnes touchées par une urgence. En fait, on est vraiment on se base sur le droit à l'éducation, la défense du droit à l'éducation. Et on regarde donc particulièrement les différentes phases d'une crise, de la prévention en passant par l'intervention et le relèvement. On est réellement une communauté de pratiques. C'est grâce à la participation des membres et à leurs travaux que l'on peut avancer, que l'on peut vous proposer des événements comme celui d'aujourd'hui, mais aussi des ressources, aussi des formations, du développement des capacités, des messages de plaidoyer pour soutenir vos actions ou pour appuyer vos demandes au niveau des gouvernements, au niveau des autorités éducatives. Le but de l'INE, c'est de proposer, offrir, partager des bonnes pratiques. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Et je vais vous parler plus précisément du soutien pratique et technique aux praticiens de l'éducation qui a été mis en place depuis le début de la crise sanitaire Covid-19. Donc, à l'INE, je ne vais pas vous présenter l'équipe, mais on a une équipe petite mais formidable et très efficace qui a tout de suite compilé, mis ensemble des ressources clés pour aider donc les praticiens de l'éducation. Donc, je vous ai mis les captures d'écran pour que lorsque vous alliez sur le site, vous puissiez mieux vous retrouver. Donc, sous ressources coronavirus, vous allez retrouver différents thèmes. Donc là, on va regarder la prochaine diapo, s'il te plaît, Sarah. Voilà, donc vous avez apprentissage à distance, inclusion, plaidoyer. Dans le plaidoyer, on a une note de plaidoyer, des messages de plaidoyer qui ont été développés par un de nos groupes de travail, qui sont disponibles en anglais et qui vont être disponibles en français dans les jours qui viennent. Donc, on propose du soutien technique aussi, et il y a eu une note d'orientation, une note technique qui a été développée aussi. Elle est déjà disponible en anglais et elle va être disponible en français dans les jours qui viennent. Ce que je voulais vous présenter particulièrement aujourd'hui, c'était la section, la thématique santé mentale et soutien psychosocial. Pourquoi cette thématique en particulier? Parce que je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, on vit la même chose, on vit la même expérience d'une crise unique au niveau mondial, mais on la vit de façon différente, avec nos sensibilités, avec nos cultures, avec nos outils, avec les ressources que l'on aura autour de nous. Et souvent, le volet psychosocial est mis de côté. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et c'est ce qui est très bon à savoir quelque part, c'est que le psychosocial peut être, comment dire, travaillé, peut être mis en place à travers de la continuité pédagogique et lors du retour à l'école. Parce que la clé du soutien psychosocial, c'est réellement l'accompagnant de l'enseignant ou des équipes éducatives. La présence, même si elle est virtuelle, c'est vraiment ce qui est pilier dans la démarche de soutien psychosocial. Sans rentrer dans plus de détails, je vais faire référence à 3 ressources en particulier que vous pouvez consulter et qui sont donc en accès libre à partir de la collection. Donc, pour observer et vous renseigner, il y a la note d'orientation de l'INE sur le soutien psychosocial et apprentissage émotionnel. Il y a aussi un module de formation développé par l'INE qui peut être très utile. Et si vous avez des questions par rapport à cela, vous pouvez toujours revenir vers nous au secrétariat. On se fera un plaisir de vous donner plus d'informations. La deuxième étape clé de l'accompagnement psychosocial, c'est de pouvoir orienter les apprenants, de pouvoir les aiguiller vers des systèmes de soutien plus particuliers au niveau psychosocial.
Et pour ça, je fais référence aux premiers soins psychologiques développés par l'OMS en 2014 face à la crise Ebola. Voilà un outil qui est vraiment très pratique. Et pour finir, pour agir, pour avoir des idées d'activité, je fais référence à un journal de bord qui a été développé par une équipe au Mexique, qui s'appelle Exploradores de la Ciudad. Et en fait, c'est un journal de bord à partir duquel vous allez pouvoir faire communiquer les apprenants, discuter avec eux, parler des émotions et les guider donc vers une meilleure prise en charge de leurs besoins psychosociaux. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources de qualité dans cette collection. Je suis disponible si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus par rapport à cela. Il va aussi y avoir un blog qui va sortir dans les prochains jours pour vous guider un petit peu plus sur l'utilisation de ces ressources. Et l'idée du journal de bord, c'est un petit peu ce que la prochaine personne va présenter. Donc, on va changer de slide, s'il te plaît, Sarah. Et je vous présente Marianne Figarol de l'association Power. C'est après celle-là, je pense, Sarah. Voilà. Donc, c'est la fondatrice de Power. Je vais donc laisser la parole à Marianne. Bonjour tout le monde et merci beaucoup Benjamin et Emeline d'organiser un aussi grand rassemblement international autour du sujet. Pour vous présenter POA en un mot, donc nous on est une association qui réunit à peu près une cinquantaine de personnes qui depuis plusieurs années accompagnent des jeunes plutôt dans leurs problématiques d'insertion et d'orientation professionnelle, aussi bien plutôt très jeunes après le bac pour choisir leurs études, mais aussi dans des logiques un peu plus d'insertion vraiment métier, formation, alternance, voire dans le recrutement. Et en plus d'accompagner les jeunes à trouver leur place, nous, on agit vraiment pour faire des moments de questionnement et de difficultés professionnelles, des espaces propices au développement des apprentissages et de l'autonomie des jeunes, en se disant que dans un monde de plus en plus complexe et incertain, on va vivre de nombreux rebonds et transitions professionnelles et que du coup, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Donc, on a développé nos propres pédagogies depuis quelques années, vraiment de manière empirique. Sur le terrain, on a accompagné un peu plus de 3000 jeunes en France. Et nos pédagogies, elles se basent sur deux dimensions. D'une part, sur une étude approfondie des nouveaux rapports au travail et aux études que peuvent entretenir les jeunes. Et de l'autre part, sur le développement du pouvoir d'agir, de l'autonomie, pour être acteur vraiment au sens de ne pas subir sa situation, mais d'arriver à s'approprier ses projets et son parcours. Et notre spécificité là depuis quelques mois, c'est qu'on accompagne de moins en moins les jeunes et au final de plus en plus les accompagnants. Donc aussi bien les profs, les éducateurs, les animateurs, les conseillers en insertion, les RH, les bénévoles de toutes les associations de quartier, de proximité. Peut-être que demain, on accompagnera aussi les parents, les artistes, les youtubeurs qui ont de plus en plus d'influence dans l'orientation et l'insertion des jeunes. Donc, on fait tout ce travail-là et on essaye de se mettre vraiment à leur service pour les aider, à décrypter un peu les nouveaux fonctionnements et comportements des jeunes, de leur passer les bons messages qui soient actualisés sur les nouvelles réalités du monde professionnel et sur les compétences et les capacités à développer. Et puis après, on fait beaucoup de sensibilisation, d'échanges de pratiques et de formation sur des postures et des pratiques les plus autonomisantes possibles pour pas faire à la place des jeunes, mais vraiment accompagner les jeunes à faire. Et ce qu'on a développé là pendant le confinement, Emeline parlait d'un journal de bord. On a développé un petit outil qui est open source qui s'appelle Déconfiner et après, pour essayer d'accompagner toutes les personnes qui en ont besoin à faire le bilan du confinement qu'elles ont vécu et à en tirer les apprentissages. Ouais, je vais mettre le lien après. Le kit qu'on a fait, donc c'est un espèce de petit journal de bord qui peut se remplir soit en autonomie par les jeunes, soit s'intégrer
dans des ateliers ou dans des suivis individuels pour, en 4 étapes, essayer de décrypter ce qui s'est passé. En fait, on a compilé vraiment toute notre expérience terrain dans ce kit, donc il est plutôt centré orientation professionnelle, insertion professionnelle. Il faut qu'on l'adapte aux problématiques éducatives des plus jeunes, mais pour le moment, on fait un bilan en 4 étapes. Donc, une première étape qui va être beaucoup sur l'alphabétisation émotionnelle, comment j'arrive à relire ce qui s'est passé pour identifier les situations qui ont pu être difficiles, mettre des mots et un peu purger tout ce que j'ai ressenti. On a une deuxième étape qui est, une fois que j'ai un peu fait le vide de tout ça, comment je peux aller chercher les apprentissages qu'il y a eu derrière ce confinement, puisque de fait, je pense qu'on est tous sortis de notre zone de confort et on a tous dû s'adapter. Donc, on a forcément appris à faire des nouvelles choses, en tout cas développer des compétences transverses pendant ces quelques semaines. Et ensuite, on a une étape plus focalisée sur mon rapport au travail. Donc, ces apprentissages, comment je peux les transposer et analyser, évaluer ce que ça me dit sur mes attentes, sur mes besoins, sur ma situation professionnelle pour essayer de retomber un peu sur mes pattes et soit me réinstaller dans ma routine professionnelle, soit la faire évoluer. Et la dernière partie, on a compilé un peu d'expérience les différentes situations des personnes dans leur moment de difficulté et de transition. Et on a essayé de mettre un peu des ressources et des bonnes pratiques, de se dire, si en ce moment je sens qu'il faudrait que je change, mais je suis en précarité financière, en fait c'est OK. Il faut d'abord se stabiliser avant de pouvoir évoluer. Enfin, voilà, on a essayé de compiler un peu tout ça. La force, je veux dire, de ce kit, c'est qu'il vient vraiment d'une expérience terrain, puisqu'on a condensé tout ce qu'on a eu l'habitude d'animer. Donc pour les personnes qui sont en questionnement professionnel, on a eu pas mal de retours. Là, il a été téléchargé un peu plus de 2000 fois en 2 semaines. Donc on commence à avoir les premiers feedbacks à la fois des accompagnants et à la fois des gens qui l'ont fait en autonomie. Et apparemment, il est utile, donc on est content. Et peut-être le petit... moi, je dirais l'axe d'amélioration. En tout cas, moi, la chose que ça m'intéresserait de discuter avec les personnes qui sont ici, c'est comment on peut l'adapter aux plus jeunes, parce que je suis convaincue que ça a tout autant secoué les collégiens, les lycéens dans leurs projets et leurs projections dans le futur. Et du coup, on a commencé à travailler là avec quelques enseignants. On se dit que les mêmes 4 briques sont pertinentes, mais qu'il faut sûrement alléger. Qu'il faut mettre des éléments d'appui beaucoup plus concrets pour aider les jeunes à relire l'expérience qu'ils ont eue. Parce que là, le kit qu'on a fait, il fonctionne bien, mais il demande quand même un peu d'autonomie dans la réflexivité et la relecture des expériences. Donc, il faut qu'on redescende d'un cran pour, par exemple, pas seulement dire comment j'ai vécu le confinement, mais comment j'ai vécu le fait d'être privée d'activités sportives, comment j'ai vécu le fait d'être enfermée chez moi, comment j'ai vécu la situation familiale, comment j'ai vécu d'apprendre à distance. Enfin, voilà, il faut qu'on rende ce kit un peu plus concret et puis qu'on l'allège pour qu'il puisse rentrer dans les temporalités et les capacités de concentration des jeunes un peu plus jeunes. Voilà ce que je peux dire. C'est un très bel outil. Marianne, félicitations à l'équipe qui a travaillé dessus. En plus de ça, il est très visuellement dynamique. Donc, nous allons partager les liens, évidemment. Il y a déjà eu beaucoup de demandes. Donc, si vous avez des questions pour Marianne, gardez-les en tête ou notez-les dans questions-réponses et on y revient après. Maintenant, nous allons accueillir Sarah, qui est enseignante et formatrice en éducation prioritaire, qui va nous parler d'un élément culturel qui peut aussi beaucoup aider dans l'accompagnement psychosocial des jeunes. Sarah, la place est à toi. Bonjour à tous, donc moi je suis enseignante au CP, donc là on descend vraiment en amont par rapport aux propos de Marianne, mais justement c'est très intéressant. Et je suis enseignante au CP en REP+. Alors dans le dispositif de discrimination positive de la France, voilà, ce sont les zones géographiques qui cumulent les élèves dits
les plus éloignés de l'école. Et je vais partir de ça pour essayer d'expliquer. Donc c'est en discutant quand même que vous sachiez pourquoi je suis là, en discutant au sein de la FEE et puis avec les personnes de l'INE, qu'à un moment donné, en expliquant comment j'avais fait ma classe, j'ai parlé effectivement d'oralité. Et ça fait rebondir parce que c'est effectivement un terme d'abord très peu utilisé en France, puisque dans les programmes français, on va vous parler de l'oral et de l'écrit, mais pas de l'oralité et de la littératie. Le terme littératie est entré dans les programmes très récemment et avec beaucoup de résistance idéologique au départ. Donc automatiquement, si littératie rentre très tard, ça veut dire qu'oralité aussi. Parce que c'est, donc je ne vais pas définir, c'est juste l'idée qu'il y a la maîtrise de la culture de l'écrit, qui est l'objectif de l'école, et qu'il y a la maîtrise de la culture de l'oral, parce que c'est une culture qui mérite d'être reconnue comme telle, je pense. Mais c'est tout un enjeu. Je vais prendre une petite image pour commencer, puisque je vais parler de l'oralité, et je vais dire, voilà, enseigner, exduquere, éduquer, pareil. Dans les deux cas, on va conduire hors d'eux, et on va montrer un chemin. Donc on imagine qu'on est dans une grande forêt, que vous êtes à un endroit dans cette forêt, vous êtes l'enseignant, l'éducateur, peu importe. Et il va falloir que vous guidiez cet enfant vers son émancipation en dehors de la forêt ou lui montrer plusieurs chemins. Parce qu'enseigner, ça peut être montrer plusieurs chemins, on n'a pas dit qu'il n'y en avait qu'un seul. Ça veut dire qu'il faut que vous sachiez où il est. Et c'est tout crétin ce que je dis. Mais le système français, quand même, globalement, c'est je me plante au milieu de la forêt, je crie très fort, avec un peu de chance, ils vont trouver où je suis. C'est-à-dire qu'à la fois, les enseignants ignorent culturellement où ils sont. Ils sont tellement imprégnés de cette littératie, de cette culture de l'écrit, qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est le cas aussi de tous les éducateurs, parce qu'animateurs, etc., avec qui je travaille beaucoup, c'est pareil, parce c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de nous. Et même quand on est comme moi, j'ai la chance, enfin je dis la chance parce que là, il y a plein de gens qui nous écoutent un peu dans le monde partout. En France, être une héritière de l'oralité, c'est très rare. Moi, je suis une héritière de conteurs, de générations de conteurs lozériens qui ont tenu bon et qui étaient aussi les derniers conteurs de leur coin. Et c'est plutôt rare parce que c'était très méprisé. Voilà, donc beaucoup d'enseignants, beaucoup de Français qui maîtrisent, qui sont complètement à l'aise dans la culture écrite, ne se rendent pas du tout compte où ils sont. Et donc, quand ils enseignent ou quand ils essayent d'expliquer quelque chose à un enfant, ils ne vont pas savoir d'où il vient et ils ne vont pas savoir aller vers lui. C'est pour ça que la coéducation, on est dans cette forêt et on va essayer de faire un pas, un pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est que nous qui faisons le pas, parce que la coéducation, c'est bien l'idée qu'aussi la famille va nous aider et qu'elle va faire un pas vers nous, mais c'est changer ce terme éloignement, ça veut dire qu'on parle de distance. La question, c'est pas je suis au centre, l'école, c'est le truc génial qu'il faut absolument acquérir. Bien sûr qu'il ne faut pas rêver, l'école affirme la domination de l'écrit parce qu'elle pense l'émancipation, donc elle pense que c'est mieux, en caricaturant. N'empêche que à un moment donné, il faut aussi avoir un principe d'humilité pour essayer de découvrir la culture de l'autre, pour pouvoir le guider, parce que sinon on ne pourra pas le trouver et on ne pourra pas l'aider. C'est ce qui justifie que, je fais partie dans la cité éducative dans laquelle j'enseigne du groupe numérique mathématique. Et pour autant, la façon dont j'ai choisi de faire ma classe, c'est WhatsApp. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, j'ai été face à des parents perdus, à qui j'envoyais des liens, des propositions, et qui ne pouvaient pas les utiliser. Et une maman m'a dit, maîtresse, toi, WhatsApp ? Et alors moi, dans ma tête, ça a fait, non, parce que moi, réseaux sociaux, pas du tout. Facebook, WhatsApp, pas du tout mon truc. J'ai 50 ans, j'utilise l'informatique, le numérique, sans problème, le libre, mais pas les réseaux sociaux. Et là, j'ai discuté avec mes enfants, je me suis dit, non, mais en fait, il faut utiliser ce que les parents utilisent, pour que la question du mode de communication ne soit pas un problème. Mes élèves ont 6 ans, ce ne sont pas des collégiens, ce n'est pas leur téléphone, c'est celui des parents. Donc, la question pour moi est différente. Les parents ont déjà WhatsApp et toutes les personnes qui sont en Afrique et qui nous écoutent aujourd'hui savent bien pour quelle raison, parce que WhatsApp, c'est comme ça qu'elles communiquent, les familles avec leurs familles là-bas, donc c'est tout à fait normal. Moi, beaucoup de mes élèves sont africains. Et d'ailleurs, la dernière élève que j'ai reçue arrive d'Haïti, donc je suis contente qu'il y ait quelqu'un d'Haïti pour nous écouter aujourd'hui. Et bien sûr, il ne faut pas que le médium soit un frein. Donc ces familles, ce qu'elles ont, c'est un téléphone.
En gros, elles ont toutes sur le téléphone. Elles n'ont pas Internet sur le téléphone, mais à la maison, elles ont une box parfois, ou certaines ont juste le téléphone sur Internet et partagent la connexion. Donc, elles ont un accès Internet à partir de là. Et pourquoi ça fonctionne pour elles? Parce que on parlait d'oralité. Je vais demander à Sarah, ça me fait bizarre, de mettre la première diapo, si elle veut bien. Voilà. Donc là, c'est pas moi, hein, c'est le travail. Tu peux avancer parce que pour qu'on ait les textes, voilà. Donc, c'est le travail de deux chercheuses françaises, Marceline Lapara et Claire Margolinas, qui travaillent beaucoup sur les élèves de milieux populaires et sur la difficulté pour eux pour entrer dans la culture de l'école. Ce n'est pas une définition de l'oralité et de la littératie qu'elle propose, hein. C'est une caractérisation qui va un petit peu nous aider. Donc, l'oralité, c'est la coprésence des corps. On est là ensemble et on discute ensemble. Donc, c'est un truc d'espace, pour simplifier. La littératie, c'est ce qui permet d'introduire la notion de temps. On dissocie. D'ailleurs, pendant que je vous parle, il y a Benjamin qui a lancé le pad sur lequel vous allez prendre des notes collaborativement et en même temps, il est aussi sur une autre conférence du groupe. Donc, ça permet une simultanéité, la littératie, et ça permet de différer dans le temps. D'accord ? Ça veut dire que dès que je suis dans des machins où je propose une très belle page pour les enfants, j'en ai vu encore une qu'on nous a envoyée hier, magnifique, l'enseignante a très bien travaillé, où il y a des textes, des liens vers des PDF, un endroit où s'inscrire, des vidéos. C'est illisible pour un parent qui n'est pas à l'aise avec l'univers de l'écrit. C'est paniquant, c'est anxiogène, ça lui donne l'impression qu'il n'est pas capable d'accompagner son enfant. Voilà. Tandis que quand on est sur quelque chose de linéaire, alors ça se passe comment la classe WhatsApp? C'est très simple. J'enregistre ma consigne en audio, je l'envoie. L'enfant l'a fait sur son cahier, on n'est pas tout écran, il l'a fait sur son cahier. Le rôle de papa-maman, c'est juste d'écouter la consigne avec lui. Elle est formulée de telle façon qu'un enfant de CP puisse la comprendre. D'accord ? C'est pas une consigne compliquée. À la fois, c'est pas une consigne trop basique, parce que si je fais à l'écrit pour des enfants de CP, vous comprenez bien que ce qu'ils sont capables de comprendre à l'écrit par rapport à ce qu'ils sont capables de comprendre à l'oral à cet âge-là, il y a un monde, ce qui va se rattraper au CM1, CM2 à peu près. Moi, j'ai quand même envie qu'ils puissent chercher, réfléchir, comprendre, parce que l'école, c'est ça. L'école, c'est pas exécuter, c'est pas juste je prends les actions comme elles viennent. L'école, c'est une anticipation, c'est l'écrit, c'est la réflexion, c'est le raisonnement. Donc, je donne ma consigne, le parent fait écouter, il accompagne bien sûr son enfant dans le fait qu'il exécute le travail ou pas s'il a autre chose à faire. Il fait une photo du travail, il me la renvoie. Et vous voyez, c'est très linéaire. D'ailleurs, je sais qu'en Afrique, par exemple, RFI a développé des super émissions radiophonique qui fonctionne très bien parce que c'est la bonne solution. Alors j'associe aussi, ça peut être un lien sur ma chaîne YouTube où je vais faire, quand il y a besoin d'une démonstration dynamique, je vais faire une petite avec mon téléphone, hein, je fais un truc hyper simple, c'est mon fiston qui m'a montré ça. je mets ma petite vidéo sur internet et ça va très bien. Ce sont des liens auxquels les parents sont habitués parce qu'ils utilisent YouTube. Je sais bien, c'est pas, ça me chiffonne moi-même parce que c'est pas du libre, mais tant pis, c'est de ça qu'ils ont l'habitude et ça leur permet de s'approprier les choses. Donc les vidéos vont plus être des fois pour aider les parents à aider leur enfant, parce qu'il y a aussi des petits gestes que je ne peux pas faire à distance. Mais par contre, et ça me paraît très important, la rétroaction, c'est moi qui l'a fait. Ils refont une photo du travail où ils enregistrent l'enfant et c'est moi qui vais intervenir pour juger ce sur quoi l'enfant a besoin de retourner, parce que apprendre, c'est revenir sur son erreur, utiliser son erreur pour avancer. Or, la majorité de nos familles ont cette représentation du fait qu'à l'école, il faut montrer ce qu'on sait. Il faut tout de suite que ce soit bon. Et on le voit bien chez les collégiens. Ceux qui décrochent et qui renvoient rien, c'est que dans leur tête, il faut que ce soit bon le truc que j'envoie. Donc, le fait d'être comme ça dans un rapport beaucoup plus proche avec WhatsApp me permet de dire aux parents, laissez-le faire des erreurs. Et au fur et à mesure du temps, même ceux qui bloquaient un petit peu, on voit qu'ils comprennent que non, il faut laisser l'enfant faire l'erreur, me l'envoyer et moi je vais faire une rétroaction. Et là je suis formatrice, je peux vous dire que techniquement le geste de rétroaction, le bon geste de rétroaction, c'est ultra compliqué, c'est un des gestes professionnels les plus techniques. Donc c'est totalement illégitime de le demander à un parent. Et en même temps, il faut qu'il se sente libre d'envoyer l'erreur de l'enfant. Et ça, c'est pas simple. Il faut libérer quelque chose sur la représentation qu'on a
de l'apprentissage. Hein, c'est pas j'envoie un cours, puis derrière il y a un quiz, et puis c'est oui, non, et puis quoi? C'est oui, non, et puis quoi exactement? Alors soit on est un élève très autonome, et quand il y a non, quand c'est faux, ben, on va aller chercher tout seul pourquoi c'était faux, soit on l'est pas et c'est mort. Juste, ce que ça nous renvoie, c'est qu'on est nul. Et donc on va plus le faire. Et on Je va vais faire mon décrocher. journaliste, Sarah. On est bon sur le temps, Emeline, Ah ouais, encore? t'as raison, t'as raison. Sur le temps, on a un petit peu dépassé, mais je pense que place à l'oralité, ça va de soi. L'oralité, ça déborde. Voilà. Voilà. Sarah, est-ce que tu as un mot pour conclure ou est-ce que l'on peut passer Je vais à la juste faire le lien présentation? pour conclure par rapport à ce que vous avez dit avant, parce qu'on n'avait pas parlé des compétences psychosociales. Pour moi, c'est totalement quelque chose qui se travaille dans les apprentissages. Et bien évidemment, plus les enseignants ont l'habitude de les travailler dans les apprentissages, plus ça va être facile de les retravailler de retour en classe. Et ceux qui ne le faisaient pas, qui n'ont pas été formés, alors moi je forme les enseignants là-dessus, ça va être compliqué. Nous, on est en train de construire un journal des apprentissages. J'ai un journal des apprentissages d'habitude où on écrit ce que l'on a appris à chaque fois la veille, en faisant la distinction entre ce qu'on a fait et ce qu'on a appris à partir de là. Parce qu'il n'y a que quand l'enfant sait dire ça qu'il apprend. Tant qu'il reste sur les faits, il n'est pas en train d'apprendre. Et là, avec ma collègue, on est en train de le reconstruire avec les idées des élèves. Qu'est-ce que maintenant on va mettre compte tenu du contexte? Et ils ont plein d'idées. Et du coup, ils ont dit, on va mettre aussi des choses sur pendant le confinement, raconter notre vie pendant le confinement, etc. Donc, il y a toute une partie du journal qui va être consacrée à ça. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Et je suis très contente qu'il y ait une enseignante formatrice qui ait pu prendre la parole aujourd'hui dans ce webinaire. Moi, ce que je retiens donc pour les bonnes pratiques, c'est d'utiliser ce que les parents utilisent et de s'adapter à ça, d'aller vers la simplicité de ce qui s'offre à nous, même si ça nous fait utiliser des canaux de communication, des chaînes de communication avec lesquelles on n'adhère pas forcément. Simplifier les choses et après laisser la place à l'enseignant ou à l'enseignante pour la rétroaction. Donc, on va maintenant écouter Laurie et on va avancer dans les slides. Sarah, encore une. Voilà. Donc, Laurie, qui est la fondatrice d'un projet qui s'appelle Apprentissage. Donc, voilà, place maintenant à Laurie. Alors, bonjour à tous. Merci d'être tous présents aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment une très belle opportunité de pouvoir échanger sur des sujets qui nous rassemblent, surtout pendant cette période un petit peu complexe. Donc, pour expliquer un petit peu, de base, au début du confinement, avec des amis, on souhaitait nous donner des cours à distance pour des élèves en difficulté. On n'a pas trouvé donc de plateforme permettant à des citoyens de pouvoir mettre à profit nos compétences. Donc, on s'est dit, pourquoi pas lancer un projet citoyen, essayer de réunir plusieurs personnes autour de nous et accompagner des élèves. Donc, on a ciblé une ville parce que je connaissais un président d'association et différentes associations donc sur Montreuil et Bagnolet, de Seine-Saint-Denis. On a donc accompagné au début très peu d'enfants, ça commençait doucement, donc on se disait mince, ça prend pas, on est beaucoup, on est 15 et on suit que 6, 7 enfants. Et finalement, c'est venu d'un coup. Donc aujourd'hui, depuis le début du confinement, on a suivi à peu près une soixantaine d'enfants avec une soixantaine de volontaires. Donc vraiment de tout type, étudiants, retraités, jeunes actifs, qui pouvaient donc mettre à profit des compétences spécifiques, donc soit français, soit maths, soit langue, des personnes issues donc de France, issues d'autres pays aussi, surtout pour des cours d'anglais. Donc ça a bien pris, les élèves étaient contents d'une part parce que je pense que ça redonnait un petit peu un cadre aussi pour certains élèves qui avaient complètement perdu même la notion du temps. Pour certains, ils dormaient la journée, ils étaient réveillés la nuit. Donc, c'était un petit peu compliqué, mais le fait d'avoir un rythme et de les forcer aussi à être présents en cours, je pense que ça les rassurait. Certains n'ont pas la capacité, n'ont pas la possibilité d'être suivis par leurs parents, par des membres de la famille. Donc, le fait de s'intéresser à eux, de comprendre quelles sont leurs difficultés, leurs forces, je pense que ça donne quand même un petit souffle pendant le confinement.
Donc, ça a commencé comme ça et avec mon entourage, on s'est dit pourquoi pas pousser vraiment la réflexion beaucoup plus loin. Donc, les cours à distance, c'est très bien, sauf qu'on se rend compte que les cours à distance, souvent, on se focalise un petit peu sur les difficultés de l'élève au lieu de se focaliser sur ses forces. Pour nous, l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain. Et aujourd'hui, on est beaucoup d'adultes à ne pas avoir confiance sur certains points. Et je pense qu'il est vraiment important de se focaliser sur les forces de l'enfant aujourd'hui et de valoriser son travail et ce qu'il sait faire, même si parallèlement à ça, on l'aide sur ses difficultés. Parce que adulte ou enfant, on a tous des forces, on a tous des difficultés. Pour moi, on a tous un talent. On a des personnes qui sont conscients de ce talent-là et on a des personnes qui malheureusement n'ont pas conscience de leur talent. Et c'est notre objectif aujourd'hui. Donc, on a décidé de lancer une association qui s'appelle donc Apprentis et plus loin Âge au pluriel, pour appuyer sur le fait qu'on est tous apprentis à n'importe quel âge, qu'on peut tous apprendre et qu'on peut tous donner. Donc, l'objectif de l'association, donc j'ai eu justement le retour de la préfecture ce matin, donc qui a validé la création d'association après plusieurs retours. Donc, l'objectif vraiment de l'association, c'est de permettre aux élèves, donc de certaines villes au début, donc de faire sur des villes pilotes le projet, donc en accompagnant des élèves via du soutien scolaire à distance. Et au bout de certaines heures, donc par exemple au bout de 4 heures de cours à distance pris, l'enfant, l'élève, donnera un petit peu de son temps à une association de sa ville en fonction de ses forces. Donc il sera contacté par des bénévoles de l'association pour le mettre en lien avec des projets d'association, projets associatifs, solidaires, citoyens de sa ville, de manière à ce que lui aussi puisse participer au bien-être de la communauté, de la population, en mettant vraiment en avant ses forces et en mettant justement en lumière cet élève, en valorisant son travail. Donc, c'est l'objectif aujourd'hui de cette association-là, de créer une chaîne solidaire. Donc là, c'est une jeune association, ça a tout juste été créé, donc on est en plein développement de plateforme avec un développeur, avec une équipe de bénévoles, avec voilà, Abby qui est présente aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidée, Déborah aussi, sur tout l'aspect opérationnel. Et on essaie vraiment d'avancer de manière à lancer le projet pour septembre-octobre. Donc, pour moi, c'est une chance d'être là aujourd'hui parce que ça nous permet d'échanger sur ce projet-là et pourquoi pas plus tard faire des choses ensemble, développer à l'international, accompagner des élèves, des enfants d'autres pays. Ça pourrait être une belle chose pour nous. Donc voilà, voilà ma petite présentation. Et aujourd'hui, donc, on trouve extrêmement intéressant le fait de s'intéresser aux risques psychosociaux parce que, comme l'a dit donc Enin, c'est un gros sujet auquel on ne s'intéresse malheureusement pas assez et on a besoin d'être familiarisé avec ce sujet-là, d'être on va dire, sensibilisé à ce sujet, que l'on soit professeur, je pense, parents, tantes, frères, sœurs, peu importe, pour essayer vraiment de comprendre déjà comment... Qu'est-ce que les risques psychosociaux déjà? Essayer de les identifier, je pense que c'est important. Pouvoir les anticiper aussi et ensuite pouvoir accompagner l'élève qui est justement victime de ces risques-là. Donc voilà, aujourd'hui, j'espère qu'on pourra avancer sur ce sujet, avoir quelques pistes. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger parce que, comme l'a dit Sarah, même ça peut nous aider au niveau de l'oralité. Parce que pour nous, les problèmes de connexion, soutien à distance, voilà, je pense que Sarah connaît ce problème. Et quand on appelle au téléphone l'élève, c'est vrai que certains volontaires sont pas à l'aise. Et d'être formés là-dessus, d'avoir des outils, c'est pour moi aujourd'hui primordial. Parce que très peu ont une connexion Internet viable, entre guillemets. Oui, et ça fera vraisemblablement écho à beaucoup de nos membres qui travaillent vraiment dans des contextes sans ressources et sans technologie. Laurie, merci beaucoup pour ton témoignage. Il me semblait important de te donner la parole pour illustrer que l'accompagnement scolaire, la continuité pédagogique, ça ne se fait pas que par le biais de l'école, que par le biais de manuels scolaires.
et par voilà, que les adultes accompagnateurs peuvent être des adultes en dehors de l'école, mais qui font quand même partie de la communauté. Vous allez encore vers une étape supplémentaire qui est de faire participer les jeunes pour les jeunes, entre eux. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. J'espère que ça que ça inspirera d'autres acteurs de la société civile aussi, des collègues qui trouveront cette façon de procéder intéressante. Au niveau du temps, il nous reste 15 minutes, donc un petit peu moins que prévu pour les questions-réponses. On va demander à Sarah d'avancer dans la diapo. Juste. Encore. Voilà. Donc, pour les questions, vous pouvez les poser dans le panneau questions-réponses. Et sinon, vous pouvez lever la main et je ne trouve pas mon mot. Je débloquerai votre micro, on va dire ça comme ça. Au niveau des questions, donc on en a quelques-unes ici. C'est une question pour Sarah, mais qui peut aussi s'adresser à d'autres personnes, de Timothée Ndouba. Par rapport au contexte actuel lié au Covid-19, les cours à distance par la radio à la télé pourront-ils permettre aux élèves de passer en classe supérieure? Oui, Il y a peut-être un truc à faire, il y a pas mal de questions adressées à Sarah, c'est peut-être de poser 2-3 questions d'un coup. Et pour avoir... D'accord. Je les ai lus, donc je vais essayer de synthétiser parce que ce qui est évoqué, c'est la question de quand on n'a pas recours, on ne peut pas avoir accès à un smartphone et qu'on a beaucoup d'élèves, dans ce que j'ai lu, quelles peuvent être les pistes. Alors, vraiment, je le répète, il y a une piste qui me semble essentielle, qui existait quand j'étais enfant à l'école, c'est la radio. Quand j'étais enfant à l'école, les cours d'éducation musicale en France, les enseignants n'étaient pas du tout formés. Donc, Radio France avait des programmes d'éducation musicale à la radio. C'était fantastique. Mais on était avec notre enseignant. Donc, évidemment, ça pose la question que j'ai abordée de la rétroaction. Bien entendu, il faut que l'enseignant, s'il y a un cours à la radio, il faut que l'enseignant de l'enfant soit en train d'écouter lui-même cette émission et que ce soit à lui que soit envoyé le travail et que ce soit lui qui fasse une rétroaction qui ne pourra être qu'écrite s'il n'y a pas d'autre solution. Il faut savoir quand même que même nous en France, moi dans l'école où je travaille, il y a 450 élèves, qui est une énorme école pour la France, pour le primaire. On avait des systèmes de permanence où les parents, et on les a encore, viennent chercher du travail papier parce qu'on a des familles pour qui on n'a pas d'autre solution. Le problème, à mon avis, c'est de donner la consigne par écrit. Parce qu'automatiquement, ça va créer une différence entre les familles qui pourront s'emparer de la consigne par écrit et celles qui ne le pourront pas. Et un document papier avec des photos d'un côté, de l'écrit de l'autre, je dirais, si vous en faites un truc hyper linéaire avec l'écrit, la photo en dessous, l'écrit, la photo en dessous. Pas un machin pour la semaine, un par jour différent. Chaque jour, il y en a un. Et alors là, j'imagine, nous, les photocopies, on n'y arrivait pas financièrement. Alors j'imagine en Afrique, ça va être l'horreur. Donc, j'ai tout à fait conscience que ça pose des gros problèmes financiers. Mais il me semble qu'au niveau national, la radio est une bonne solution. Je ne suis pas si sûre par rapport à la télé. Je vais dire pourquoi. Et on en a déjà discuté au sein de la FEE. La télé fait des habillages. La télé, à chaque fois, les très jolies petites capsules de Lumni, même celles de Canopé, je ne les utilise pas parce que ça raconte une histoire. Et les gamins sont dans ce qu'on appelle un malentendu socio-cognitif. Surtout les petits, ils vont voir l'histoire. Elle est très jolie, l'histoire. Mais eux, ils n'ont pas des papas et des mamans qui savent décrypter que derrière l'histoire, la compétence qu'on attend, c'est de faire des paquets de 10 pour les nombres. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y avait un petit chien, une petite fille, puis quand tu lui demandes à la fin, ça parlait de quoi, et il va raconter l'histoire du petit chien et de la petite fille. Donc ça, les chercheurs l'ont beaucoup travaillé. Donc, extrême vigilance sur les outils, comme ça, très jolis, très habillés, avec des petites narrations, parce que ça paume complètement les enfants et les parents qui ne maîtrisent pas l'école et qui n'y sont pas allés. Parce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas décrypter. Par contre,
Je peux citer par exemple la Khan Academy qui fait des choses très sobres, qui sont destinées à ça, qu'on peut utiliser sur le smartphone. Alors, il faut avoir un smartphone, mais par contre, on sent que ce sont des gens qui sont spécialisés dans le fait de s'adresser à des personnes qui n'ont pas la culture de l'école. Et donc, tout est explicité et on sait à quoi ça sert et on ne s'amuse pas à faire des petits habillages. Voilà, c'est mon point de vue. C'est très dur pour l'UMNI, tout ça, je sais. Il y a eu une énorme mobilisation de Radio France, de France Culture, que je consulte énormément personnellement, mais ça ne correspond pas aux besoins de nos élèves. D'accord, merci Sarah. Benjamin, est-ce que tu as une question sous la main ou est-ce que j'en prends une du… Je vois celle, non pas dans les questions-réponses, mais qui s'adresse à Laurie. C'est comment, à travers les actions que tu mènes, vous identifiez des difficultés qui ne sont pas d'ordre scolaire, mais qui sont souvent, qui peuvent être liées, enfin, qui peuvent conditionner des difficultés scolaires, telles que les problèmes d'alimentation, les problèmes d'accès à l'eau et les problématiques de santé. Et c'est des choses que je pense qui sont rencontrées sur les territoires sur lesquels tu es en action du côté de Bagnolet. Pour un rappel, côté français, beaucoup d'enseignants avec qui j'étais en relation dans des REP se sont retrouvés à distribuer des bons alimentaires parce que les familles qui vivaient grâce à des petits boulots ne pouvaient plus travailler, donc il n'y avait plus de quoi remplir le frigo. Enfin, voilà. Laurie? Oui, alors, me concernant, c'est vrai que je suis plus sur la partie, comment dire, scolarité, on va dire, et accompagnement des élèves au niveau du soutien scolaire. Après, je travaille en partenariat avec Moussa Silla, qui lui est président de l'association de Bagnolet, de l'AJDB, et qui participe justement à une organisation sur Bagnolet de manière à pouvoir distribuer des repas, de la nourriture pour des personnes qui n'ont malheureusement pas accès ou qui ne peuvent pas se déplacer pendant cette période-là. Donc, on a vraiment chacun une mission distincte. Nous, la réelle problématique qu'on a aujourd'hui, c'est plus sur les aspects psychosociaux. Donc, on a des volontaires qui donnent des cours, par exemple, à des élèves qui se livrent un petit peu plus qu'à leurs parents, donc qui nous font, par exemple, part de certains problèmes à l'école, de harcèlement. Ça leur permet… je pense que le fait de rencontrer des volontaires externes leur permet aussi de pouvoir se livrer plus facilement. C'est des fois plus facile. Donc, c'est plus sur cet aspect-là qu'on travaille. Et là, le réel challenge pour nous, les deux gros challenges, on va dire. Le premier, c'est la sécurité de l'enfant. Au niveau du soutien scolaire à distance. On n'en parle pas beaucoup et malheureusement, il n'y a pas énormément de lois en France. Donc c'est un petit peu compliqué, donc on s'intéresse vraiment à ça parce que pour nous c'est l'objectif numéro 1, que ça soit association ou pas, c'est primordial. Et la deuxième chose, comme le disait Sarah, c'est vraiment l'accès à la connexion Internet, de 1, et de 2, l'accès aux outils, donc tout ce qui est ordinateur, tablette ou téléphone. Donc aujourd'hui, les questions qu'on a, c'est plus à ce niveau-là. On est en train de réfléchir peut-être à certaines solutions, pourquoi pas faire des partenariats avec des mairies, de manière à avoir des différents locaux sur différentes villes avec des ordinateurs qui pourraient être prêtés à des heures précises de la journée aux élèves. Ou directement même des partenariats avec des entreprises, parce qu'on a des entreprises qui ont des salles avec des ordinateurs, des personnes qui pourraient éventuellement se porter volontaires pour accompagner des enfants, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures par semaine dans ces locaux-là. Ça leur permet aussi de sortir un petit peu de chez eux et de se concentrer dans une pièce avec aussi toute la sérénité dont ils ont besoin et le calme aussi, parce que pour certaines familles, elles n'ont pas la chance d'avoir une maison ou de pouvoir s'isoler correctement. Donc, c'est vraiment les questions qui se posent aujourd'hui pour nous. Tout à fait. Merci Laurie. Oui, vas-y Benjamin, je t'en prie. Je suis en train de prendre toutes les questions qu'il y a eu et je vais les mettre dans le pad de prise de notes. Comme ça, si on n'a pas pu y répondre, on va y répondre a posteriori et vous pourrez quand même consulter les réponses, même si on n'a pas le temps de répondre à tout aujourd'hui. Et je vois aussi une question qui est posée à Laurie et je vais y répondre en 10 secondes. Comment les parents ont su que tu existais alors qu'au début tu galérais? Tout simplement par la qualité du travail qui était fait et puis ensuite le bouche à oreille, le bon travail, ça se fait.
Et le fait, le fait aussi de faire intervenir des intermédiaires, je pense que cette question, elle est extrêmement importante parce que quand on s'est lancé dans le projet, on avait beaucoup de mal à toucher les familles dans le besoin, on va dire, parce qu'elles ne nous connaissent pas. Voilà. Pour eux, pour ces familles-là, en tout cas, on est un petit peu inexistante, on n'a pas de lien à l'année avec elles. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser des intermédiaires comme les associations de quartier, donc qui sont en lien avec ces familles-là. Donc on n'a pas contacté les familles en direct, on est passé par des associations qui nous ont mises en relation avec ces familles. Et le fait d'avoir agi de cette manière-là, je pense que ça les a aussi rassurées, ces familles, parce qu'on venait de la part d'Evelyne, de Montreuil, de Moussa, de Bagnolet. Donc, je pense que c'était beaucoup plus facile de passer par un intermédiaire que de toucher directement les familles en difficulté. Merci beaucoup. Il va nous rester 4 minutes pour conclure parce qu'ensuite, il y a un autre webinaire qui commence pour un autre pays, pour une autre communauté de langue de l'INE. Emeline a peut-être un mot à dire et puis ensuite, je conclurai très rapidement. Oui, je voulais juste dire que voilà, c'est pareil, pris en compte les autres questions et on procédera de la même façon, on vous répondra, on va mettre un document voilà, pour vous y répondre. Il y avait une question par rapport au domaine d'intervention. Le domaine d'intervention de l'INE, l'INE, c'est vraiment un réseau mondial. Donc, on essaye d'adapter, de développer des contenus pour tous ces contextes, notamment grâce à la contextualisation, à l'exercice de contextualisation de nos modules de formation. Ensuite, il y avait plusieurs questions du reste sur comment adapter les programmes pour les enfants qui ont des besoins spécifiques. Là, le thème de l'inclusion, je pense que ça peut faire l'objet d'un webinaire en lui-même. Ce que je ferai, je pense notamment à Fatoumata Ouattara qui nous a posé cette question-là, je vous aiguillerai, je vous mettrai des ressources qui peuvent vous aider et on peut envisager d'organiser un webinaire sur cette thématique. Par rapport à la question sur les niveaux d'apprentissage, donc je sais que ça, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les enseignants. Est-ce que l'enseignement à distance assure le même niveau d'apprentissage? Est-ce que les enfants seront amenés à redoubler? Est-ce qu'il faudra qu'ils… Tout ça, ça va se mettre en place. Je pense qu'actuellement, on n'a pas toutes les réponses par rapport à ça parce que c'est en développement. Au niveau des outils d'évaluation des résultats d'apprentissage face à la crise et aux moyens qui sont mis en place, on a beaucoup de partenaires qui s'y intéressent. Ce n'est pas forcément… comment dire, concret, c'est pas concrétisé encore. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir et j'espère qu'au niveau de l'INE, on pourra vous relayer des ressources, des directives un peu, enfin pas des directives, pardon, c'est pas ça que je voulais dire, des orientations pour vous guider. Et puis finalement, une question par rapport à la communauté. Tout à l'heure, on parlait de la participation communautaire, que ce soit par le biais d'organisations nationales, internationales, que ce soit par la communauté éducative, que ce soit les parents. Nous, pour l'INE et pour les normes minimales de l'INE, la participation communautaire, c'est vraiment ce qui est clé. Ça fait partie des fondations de tout ce que l'on fait. Et le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est de faire un état des lieux rapide, voir un peu qui est disponible, qui pourrait travailler avec vous et voir les pistes à développer ensemble. Donc, n'hésitez pas à communiquer et à identifier les personnes que vous pouvez emmener avec vous dans tout ce qui est continuité pédagogique et apprentissage à distance dans cette période qui est très difficile avec de multiples défis.
Je voudrais peut-être donner la parole au conférencier avant de terminer, ou à Benjamin. Ouais, Ah, je vois qu'il y a des mains levées. des mains levées. Ouais, bah, du coup, pour la suite, je pense qu'on va, si Emeline est d'accord, on proposera un webinaire rapidement où on pourra répondre aux questions. À partir des questions que vous avez posées là et des grandes tendances qu'ils font, ça peut permettre de dessiner un prochain webinaire. Et puis après, on peut faire un petit appel à la communauté si vous avez envie de travailler à l'adaptation du dispositif mis au point par POA. Pour des élèves, n'hésitez pas à vous signaler, soit par le chat qu'on vous a partagé, soit via la prise de notes, soit en envoyant un mail à Emeline. Et puis nous, sur Faire École Ensemble, on fera peut-être un petit relais sur les réseaux sociaux pour dire vous êtes prof, vous êtes motivé à réadapter ça, et bah, continuez avec nous. Et puis voilà, et du coup, rendez-vous au prochain webinaire. Oui, avec plaisir. Je remercie les conférenciers, je remercie les participants et je remercie tous mes collègues de l'INE qui sont venus vraiment en renfort et qui nous ont permis de concrétiser cette rencontre. Je m'excuse de ne pas avoir eu le plaisir d'entendre les voix de nos participants. On va regarder d'autres formats, d'autres modalités de présentation pour que ça soit encore plus interactif. Et merci.